Salut à tous la famille, salut les passionnés et bienvenue dans ce nouvel épisode de Can Inside. Installez-vous très confortablement, prenez de quoi noter parce qu'aujourd'hui on ne va pas parler de tactique, on ne va pas parler de schéma de jeu ou de performance sportive. On plonge la tête la première dans le plus grand scandale institutionnel que le football africain ait connu au XXIe siècle. On continue notre grande série sur cette fameuse CAN 2025 et plus précisément sur cette décision lunaire, incompréhensible de retirer le trophée au Sénégal pour l'attribuer au Maroc sur tapis vert. Si certains pensaient naïvement que l'affaire était pliée, que les lions de la Teranga allaient courber les chines, rendre la coupe sagement dans un carton et rentrer chez eux en pleurant, vous vous êtes lourdement trompés. La contre-attaque sénégalaise vient d'être lancée et elle est foudroyante. Elle n'est pas portée par un simple supporter frustré ou par un journaliste en quête de buzz. Elle est portée par un véritable titan du football africain, maître Augustin Senghor. Pour ceux qui ne mesurent pas le poids du bonhomme, laissez-moi vous faire son CV en 3 secondes. Augustin Senghor, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'ancien président emblématique de la Fédération sénégalaise de football. C'est un avocat de très haut vol. Mais c'est surtout, et c'est là que ça devient dingue, le président actuel de la commission juridique de la CAF et un membre actif du comité exécutif. Le mec est au cœur du réacteur. Il est dans les petits papiers. Il connaît les rouages de l'institution par cœur. Et ce monsieur a décidé de briser le silence sur le plateau de l'émission Talent d'Afrique. Il a décidé d'enlever les gants pour balancer des vérités qui vont faire trembler les fondations du siège de la CAF au Caire. La première question brûlante qui lui a été posée, et c'est celle que tout le monde se pose depuis la publication de cette décision ubuesque, est-ce que le Sénégal a le droit de garder le trophée physique? Est-ce que les lions de la Teranga vont pouvoir présenter cette Coupe d'Afrique des Nations à leurs supporters, à la diaspora, lors de leur match de gala exceptionnel prévu ce samedi au Stade de France à Paris? La réponse de Maître Senghor est limpide, nette et sans bavure. C'est un immense oui. Juridiquement parlant, la démonstration est implacable. Déjà, Senghor révèle une faille hallucinante dans la communication de la CAF. À aucun moment, que ce soit dans la décision elle-même ou dans les courriers qui ont suivi, la Confédération l'a donné l'instruction formelle et explicite au Sénégal de restituer l'objet matériel. Mais au-delà de ce détail de forme, il y a le fond. La Fédération sénégalaise a immédiatement dégainé l'arme nucléaire juridique, le recours devant le tribunal arbitral du sport, le fameux TAS de Lausanne. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que tant que cette Cour suprême du sport, qui est totalement indépendante des magouilles ou des pressions politiques de la CAF, n'a pas rendu un verdict définitif et irrévocable, le Sénégal reste légalement le détenteur du titre. C'est un véritable bras de fer institutionnel. Les Sénégalais considèrent qu'ils ont remporté cette finale sur la pelouse, qu'ils ont reçu les médailles autour du cou de la part des autorités sur le podium officiel et que personne ne les empêchera de communier avec leur public. Vous imaginez l'image que ça va renvoyer ce week-end? Le Stade de France plein à craquer, la communauté sénégalaise en fusion et les joueurs brandissant ce trophée devant les caméras du monde entier comme un immense pied de nez à la commission disciplinaire de la CAF. C'est un camouflet médiatique colossal qui se prépare. Mais si Augustin Senghor a pris la parole, ce n'est pas seulement pour parler d'un bout de métal, c'est pour dénoncer un système qui est en train d'imploser de l'intérieur. Et les révélations qu'il fait sur la gestion de l'arbitrage vont vous glacer le sang. Parce que oui les gars, quand Augustin Senghor prend la parole sur ce plateau, il ne vient pas seulement avec sa casquette de supporter sénégalais pour pleurer sur le sort de son équipe nationale. Il vient avec son lourd costume de membre du comité exécutif et de président de la commission juridique de la CAF. Et ce qu'il dénonce, ce n'est ni plus ni moins qu'une crise de gouvernance d'une gravité exceptionnelle au sommet du football africain. Une crise qui frappe au cœur même de l'essence du jeu, l'arbitrage et la prétendue indépendance des commissions. Écoutez bien la chronologie des événements qu'il nous dévoile parce que c'est digne d'une série Netflix sur les complots politiques. Senghor nous explique de l'intérieur comment le chaos s'est installé à l'aube de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout commence par une purge totale, brutale et totalement inexplicable au sein du département de l'arbitrage. Le directeur de l'arbitrage en poste, le célèbre Noumandiès Doué, qui faisait globalement un très bon travail et qui avait la confiance du milieu, est remercié du jour au lendemain. Viré purement et simplement en compagnie de Raoul Chependa sans qu'aucune justification officielle ne soit donnée.
On coupe des têtes sans aucune raison valable, juste avant la plus grande et la plus prestigieuse compétition du continent. Mais le plus fou, c'est ce qui suit. Pour remplacer Doué, on nomme un certain Olivier Safari. Et là, Maître Sangor lâche une véritable bombe atomique en direct à la télévision. Cette nomination s'est faite en catimini, dans l'ombre la plus totale. Le comité exécutif, qui est pourtant l'organe suprême censé valider ce genre de décision cruciale, n'a même pas été consulté. Les membres du COMEX ont appris la nomination du nouveau patron de l'arbitrage complètement par hasard. Vous vous rendez compte du niveau d'amateurisme et d'opacité? On parle de la Confédération africaine de football, pas d'un tournoi de quartier. On a la désagréable impression qu'un groupuscule tire les ficelles dans l'ombre au mépris total des statuts de l'institution. Et le scandale Olivier Safari ne s'arrête pas là. Oh que non! C'est là qu'on atteint le sommet de l'ubuesque et du dysfonctionnement. Lors d'une réunion spéciale organisée récemment, M. Safari est convoqué pour s'expliquer devant les instances. Et là, tenez-vous bien, le mec avoue publiquement, devant tout le monde, que c'est lui qui a donné des instructions directes à l'arbitre pour ne pas distribuer de carton jaune. Mais c'est un scandale absolu, une ingérence directe, assumée et revendiquée de la part du patron des arbitres dans le déroulement d'un match de football. Comment voulez-vous qu'une finale de Coupe d'Afrique se déroule normalement si l'arbitre central, censé être le seul maître à bord, reçoit des consignes d'en haut pour ranger ses cartons dans sa poche? Ça fausse totalement la rencontre, ça encourage les fautes techniques, ça met en danger l'intégrité physique des joueurs et ça détruit la crédibilité de notre sport. Et quelle a été la réaction de la CAF après ces aveux lunaires? La disparition pure et simple. Sangor révèle que depuis cette réunion surréaliste, Safari s'est volatilisé. Plus de son, plus d'images. L'administration de la CAF n'a sorti absolument aucune communication officielle pour annoncer son licenciement. Les membres du COMEX eux-mêmes sont dans le flou total. Ils ne savent même pas qui dirige l'arbitrage africain aujourd'hui, ni sur quelle base les futures décisions seront prises pour les prochains matchs internationaux. C'est le pilotage à vue le plus effrayant qu'on ait jamais vu à ce niveau de responsabilité. Et si vous pensez que cette opacité, ces pressions et ces disparitions mystérieuses se limitent au seul domaine de l'arbitrage, détrompez-vous très vite. Car cette méthode délétère s'est propagée directement au sein des organes juridictionnels, ceux-là même qui ont jugé et condamné le Sénégal en lui retirant le trophée. Et le timing hallucinant du renvoi de l'homme clé de ces commissions disciplinaires va vous laisser totalement sans voix. Et si vous pensiez avoir touché le fond de la piscine avec les révélations sur l'arbitrage, accrochez vos ceintures, parce que ce qui se passe au niveau de la justice interne de la CAF, c'est encore pire. C'est le coup de grâce porté à l'équité sportive. Maître Augustin Sangor ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il a mis un énorme coup de projecteur sur les fameuses commissions indépendantes, celles-là même qui ont décidé de rayer le Sénégal du palmarès pour y inscrire le Maroc. Vous voulez une preuve que ces organes juridictionnels subissent des pressions monumentales et qu'ils ne sont absolument pas indépendants? Retenez bien ce nom, Yacine Roblé. Ce monsieur, c'était le directeur des organes juridictionnels de la CAF. Son rôle était crucial. C'est lui qui était chargé de faire tout le suivi administratif, toute la procédure technique des dossiers épineux au niveau du jury disciplinaire et du jury d'appel. C'était le garant de la machine judiciaire de l'institution. Et devinez ce qui lui est arrivé ? Il a été viré, licencié, remercié, mis à la porte. Mais attention, écoutez bien le timing, car c'est là que ça devient machiavélique. Yacine Roblé a été renvoyé en plein milieu de l'affaire de la finale de la CAN 2025, exactement entre l'audience de la commission de première instance et l'audience du jury d'appel. Mais dans quel monde, dans quelle démocratie sportive on vire le directeur juridique au beau milieu du procès le plus important de l'histoire de la Confédération? C'est comme si on coupait la tête du greffier en chef d'un tribunal au milieu d'un procès pénal hyper médiatisé. C'est une dinguerie absolue qui prouve noir sur blanc, comme le dit Sangor, que ces commissions sont sous influence et qu'elles marchent sur la tête. Mais face à ce tribunal qui semble agir dans l'arbitraire le plus total, dicté par la panique et les jeux de couloir, Augustin Sangor dégaine l'arme fatale. Et là, c'est l'avocat, le président de la commission juridique qui parle. Il sort les textes, il met la CAF face à ses propres contradictions en invoquant la pyramide des lois du football. Parce que oui les frères, le football n'est pas une zone de non-droit où 3 mecs dans un bureau peuvent décider de réécrire l'histoire d'un match. Il y a des textes fondateurs. Sangor rappelle la règle absolue, le socle de notre sport. Le maître du terrain, c'est l'arbitre. Quand l'arbitre central a sifflé la fin de cette finale de CAN, il a validé le fait que le match était allé à son terme.
Dans tous ses rapports officiels d'après-match, à aucun moment l'arbitre n'a écrit qu'il n'avait pas pu tenir le match jusqu'au bout ou qu'il contestait le résultat final à cause de la sortie temporaire des Sénégalais. À partir de là, Senghor invoque un mur juridique infranchissable, l'article 52 des lois du jeu de l'IFAB, l'instance mondiale qui dicte les règles du foot, qui est scrupuleusement confirmé par l'article 6 du code disciplinaire de la CAF, lui-même repris par l'article 43.7 du règlement officiel de la CAN. Cette sainte trinité juridique dit une chose extrêmement simple. Un organe disciplinaire n'a absolument aucun droit d'accueillir la réclamation d'une équipe sur le résultat d'un match une fois que l'arbitre a validé la fin de la rencontre. C'est clair, c'est net, c'est précis, la commission disciplinaire de la CAF n'aurait même pas dû ouvrir le dossier marocain. Face à la plainte du Maroc, la seule et unique réponse légale de la commission aurait dû être de prononcer une fin de non-recevoir immédiate. Ils n'avaient même pas la compétence pour juger le fond de l'affaire. Mais alors, pourquoi l'ont-ils fait ? Pourquoi la CAF a-t-elle violé ses propres lois et celle de l'IFAB pour s'acharner sur le Sénégal en s'appuyant sur un article 84 totalement hors de propos? La réponse de Senghor est cinglante, c'est le syndrome de l'image égratignée. Et c'est là que la démonstration d'Augustin Senghor prend une dimension politique absolument fascinante, les frères. La grande question qu'on se pose tous, c'est pourquoi ? Pourquoi la CAF s'est-elle assise sur ses propres textes? Pourquoi ont-ils ignoré les lois de l'IFAB pour s'acharner sur le Sénégal? La réponse tient en quelques mots. Le complexe d'image et l'ego froissé. Senghor le dit avec une honnêteté brutale sur le plateau. Il est sénégalais, bien sûr, mais il est aussi un haut dirigeant de la CAF. Il comprend parfaitement que l'instance panafricaine ait eu mal à son ego. On parle de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les gars. L'événement sportif le plus regardé de notre continent, diffusé dans le monde entier, avec des chefs d'État, des ministres et des personnalités VIP plein les tribunes. Alors forcément, quand tu vois une équipe de l'envergure du Sénégal quitter temporairement la pelouse en plein match suite à un imbroglio monumental, ça fait désordre. Visuellement, c'est un coup très dur pour l'image de marque de la compétition. La CAF s'est sentie humiliée sur la scène internationale. Et quelle a été leur réaction face à cette humiliation ? La panique, l'orgueil mal placé. Ils se sont dit, on ne peut pas laisser passer ça. L'image de la CAF est abîmée, il faut taper du poing sur la table. Il faut faire un exemple tellement retentissant que plus aucune équipe n'osera jamais faire ça à l'avenir. Sauf que, comme l'explique magnifiquement Maître Senghor, vouloir sanctionner uniquement les conséquences spectaculaires sans jamais oser se pencher sur les causes réelles de cet incident, c'est exactement comme un chien qui se mord la queue. Tu fais du saupoudrage, tu mets un pansement sur une jambe de bois pour faire bonne figure devant les caméras, mais tu ne règles absolument pas le problème de fond qui est la gestion catastrophique de l'arbitrage. Mais là où le scandale devient purement juridique, c'est sur la nature même de la sanction qui a été pondue par les commissions. La CAF s'est rendu compte d'un truc terrible. Dans ses textes actuels, dans le règlement officiel de la CAN, il n'y a aucune sanction assez forte ou spécifiquement prévue pour punir sévèrement une sortie temporaire du terrain suivie d'un retour au jeu. Alors qu'ont fait les jurys? Ils ont carrément inventé une peine. Ils ont tordu et manipulé le fameux article 84 du règlement, qui n'a absolument rien à voir avec la situation de ce match, pour justifier le retrait pur et simple du trophée. Mais les frères, on est où là ? Senghor tape du poing sur la table et on ne peut qu'être d'accord avec lui. Le rôle d'une juridiction disciplinaire ou d'un jury d'appel, ce n'est pas de créer le droit. Ils n'en ont ni le pouvoir ni la prérogative. Leur rôle unique, c'est d'appliquer les textes qui existent au moment des faits. Point barre. Si les textes actuels sont incomplets, s'il y a un vide juridique, tu ne peux pas improviser une peine de mort sportive de manière rétroactive pour te venger. Quand tu fais ça, tu quittes le domaine de la justice pour basculer en plein dans le domaine de l'arbitraire. C'est la dictature de l'émotion. Senghor leur donne même la marche à suivre pour l'avenir. Si Patrice Motsepe et la CAF veulent durcir les règles, s'ils veulent pouvoir retirer des titres pour ce genre d'incident, très bien, mais il y a un processus démocratique et légal incontournable. Tu dois d'abord passer par le comité exécutif, ensuite tu dois convoquer une assemblée générale pour modifier officiellement les statuts, et si ça touche au pouvoir discrétionnaire de l'arbitre sur le terrain, tu dois carrément aller toquer à la porte de l'IFAB. Tu ne peux pas te réveiller un matin dans un bureau climatisé au Caire et décider d'écrire ta propre loi pour sauver ton image.
Et c'est précisément parce que la CAF a basculé dans cet arbitraire total que le Sénégal prépare sereinement son arme de destruction massive devant le tribunal arbitral du sport. Une arme juridique redoutable qui porte un nom bien précis, l'estoppel. Et c'est là qu'on arrive au point culminant, au coup de grâce magistral de l'intervention de maître Augustin Senghor. Pour clôturer sa démonstration, il sort de sa manche le joker absolu, l'argument juridique nucléaire qui, selon lui, va totalement anéantir la décision de la CAF devant le tribunal arbitral du sport. Cet argument porte un nom très précis en droit, l'estoppel. Alors, l'estoppel, c'est quoi ce truc? Pas de panique les frères, je vais vous le traduire en langage football. L'estoppel, c'est un principe de droit élémentaire qui dit, en gros, tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux. Tu ne peux pas profiter d'une situation à un instant T parce qu'elle t'arrange, et ensuite, quand le vent tourne, venir pleurer et contester cette même situation. Et c'est exactement le piège dans lequel l'équipe du Maroc s'est engouffrée le soir de cette finale folle. Reprenons les faits minute par minute. Quand l'arbitre décide de suspendre le match pour aller voir la VAR et que les Sénégalais refusent temporairement de revenir sur le terrain à la demande de leur coach, que se passe-t-il après ces fameuses 10 minutes de flottement? L'arbitre revient, il prend la décision de faire reprendre le jeu et à ce moment précis, les Marocains avaient le choix. Écoutez bien car c'est crucial. Le Maroc aurait très bien pu dire à l'arbitre: non monsieur, le Sénégal a abandonné la pelouse, nous refusons catégoriquement de reprendre le match, actez notre victoire par forfait sur la feuille de match immédiatement. S'ils avaient fait ça, en posant une réserve technique claire, nette et précise sur le coup, l'histoire aurait été totalement différente et le Sénégal serait indéfendable aujourd'hui. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Pourquoi le Maroc a-t-il consenti à poursuivre la rencontre? La réponse est évidente, parce qu'à ce moment précis, le scénario était ultra favorable pour eux. Ils venaient d'obtenir un penalty. Dans leur tête, c'était le plan parfait. On reprend le jeu, on tire le penalty, on marque, on gagne cette finale avec la manière sur le terrain, devant le monde entier, et on soulève la coupe en héros. Sauf que la réalité du terrain les a rattrapés. Brahim Diaz s'avance pour tirer ce penalty de la gagne, et là, c'est le drame. Le joueur du Real Madrid, peut-être pour entrer un peu trop dans l'histoire, tente une panenka et il se rate complètement. Le match continue, le score en reste là et l'arbitre siffle la fin de la rencontre sur le sacre du Sénégal. Et c'est là que le principe de l'estoppel s'applique de toute sa force. Le Maroc a fait un choix stratégique en acceptant de reprendre le jeu pour tirer son penalty. Ils ont implicitement et légalement validé la reprise du match. Tu as assumé le risque de jouer pour gagner sur le terrain. Tu ne peux pas, 52 jours plus tard, aller pleurer devant les commissions de la CAF pour réclamer une victoire sur tapis vert sous prétexte que ta panenka a foiré. C'est irrecevable en droit international du sport. Voilà pourquoi la Fédération sénégalaise de football est aussi sereine aujourd'hui. Voilà pourquoi ils vont monter un dossier en béton armé avec les meilleurs avocats pour aller fracasser cette décision devant le TAS de Lausanne. Et voilà pourquoi, ce samedi soir, au Stade de France, Sadio Mané et ses coéquipiers auront le droit, la légitimité et la fierté de présenter le trophée de la CAN 2025 à leur public. La bataille juridique ne fait que commencer, mais le Sénégal a déjà gagné la bataille de l'opinion et du droit fondamental. C'est la fin de ce débrief explosif sur CAN Inside. Maintenant, la parole est à vous dans les commentaires et je veux que ça chauffe, dans le respect évidemment. Que pensez-vous des révélations hallucinantes d'Augustin Senghor sur les magouilles et les purges au sein de la CAF? L'argument de l'estoppel vous convainc-il? Le TAS va-t-il rendre définitivement le trophée au Sénégal? Serez-vous devant votre écran ou au Stade de France ce samedi pour voir les Lions brandir la coupe? Faites péter la barre des likes pour soutenir ce format vérité. Abonnez-vous en masse et activez la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes de ce feuilleton historique. Prenez soin de vous les frères, c'était CAN Inside.